Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Médecine à travers les siècles. Médecine à travers les siècles. Collection dirigée par le Dr Xavier Rio. L'objectif de cette collection est de constituer une histoire grand public de la médecine ainsi que de ses acteurs plus ou moins connus, de l'Antiquité à nos jours. Si elle se veut un hommage à ceux qui ont contribué au progrès de l'humanité, elle ne néglige pas pour autant les zones d'ombre ou les dérives de la science médicale. C'est en ce sens que, conformément à ce que devrait être l'enseignement de l'histoire, elle ambitionne une vision globale et non partielle ou partiale comme cela est trop souvent le cas. Dernière parution. Isabelle Cave, Les médecins législateurs et le mouvement hygiéniste sous la Troisième République, 1870 à 1914, 2015. Jean-Pierre Martin, oculariste et yeux artificiels. De l'Antiquité au XXe siècle, 2015. Hubert Bieser, Les soldats aliénés à l'asile de Villévrard. Mars 1915 au décembre 1918, 2014. Henri Lamandin, François-Joseph Talma, 1763 à 1826, dentiste et acteur favori de Napoléon Ier, 2014. Elsa Combet Ruitet, Caractéristiques dento-crânio-faciales des homininés, 2014. Vincent Bouton, De nez à nez. Histoire du nez, 2014. Xavier Rio et Philippe Brousseau, Odontologie médico-légale et serial killers. La dent qui en savait trop, 2014. Serge Kernbaum, à la stream. L'homme et la variole, 2014. André-Julien Fabre, Les médecins de Venise, 2014. Régis Nessim Sachs, De médecins juifs du Xe au XVIIe siècle, 2014. Roland Brunner, La folie à Rome, 2014. Apolline Trioulaire, Sainte Apolline, sainte patronne des dentistes et de ceux qui ont mal aux dents, 2014. Pauline Ledent, L'art dentaire en Égypte antique, 2014. Frédéric Dubrana, L'expérience chirurgicale. De la vivisection à l'expérimentation, 2013. Henri Lamandin, Les deux Jussieu, une famille de botanistes au XVIIIe et XIXe siècle, 2013. Préface. J'ai longtemps hésité avant d'accepter d'écrire cette préface. Ne serait-ce pas une sorte de trahison vis-à-vis des musiciens que de discourir sur leur mort plutôt que de s'intéresser à leur création ? L'idée que cette tâche pouvait être un hommage, si modeste soit-il, et la personnalité attachante de son auteur m'ont poussé à accepter. Au regard de leurs semblables, les musiciens ont un privilège. Ils entendent mentalement les mélodies, les harmonies et même les timbres. Ils peuvent de plus se les représenter et les transcrire au moyen de symboles graphiques, ou les exprimer par la voix. Ce chant interne a permis à Beethoven d'écrire ses chefs-d'œuvre alors qu'il était complètement sourd avant 30 ans. En revanche, sur le plan de leur fin de vie, les musiciens sont des hommes comme les autres. Ils ne quittent pas le monde d'une façon particulière. Sans doute, pour certains, leurs dernières pensées, les dernières lueurs de leur conscience ont-elles été teintées de sensations musicales ? Certains compositeurs ont gardé vraisemblablement en mémoire leur œuvre ultime. César Franck vient de terminer ses 3 chorales pour orgue, 1890, son chef-d'œuvre et on pourrait dire son aboutissement, quand il subit dans Paris un accident de la circulation qui lui est fatal. La maladie empêche Mozart de terminer son requiem et Béla Bartók d'achever son 3e concerto pour piano. Dans les deux cas, un collègue et ami très cher s'en est chargé. On ne peut s'empêcher de rappeler qu'un grand nombre de compositeurs ont été inspirés par le thème de la mort. Ce qui ne veut pas dire que leur traduction musicale reflète leur sincérité ou efface leurs craintes et leurs interrogations sur un au-delà. Se remémorant des fragments de leurs œuvres, des musiciens arrivent à trouver, dans leurs derniers moments, une récompense à des heures de travail passées au service de la musique. La fille d'un grand organiste parisien, Jacqueline Englert-Marshall, me disait dans ces derniers jours « Je me chante le choral de Bach quand nous sommes dans l'extrême détresse. » Je lui fis remarquer que ce choral se terminait en majeur, apportant un éclat de lumière à la dernière mesure. Les préludes de chorale de Jean-Sébastien Bach, qu'il écoutait des heures entières, ont été d'un grand réconfort pour un de mes meilleurs amis dont la longue maladie mérita bien son nom. Presque quotidiennement, nous discutions longuement par téléphone de leur beauté et de leur interprétation, comme s'il avait été bien portant.
Les musiciens professionnels ou amateurs n'ont-ils pas un ultime recours? La musique n'aide-t-elle pas à mourir? Pourquoi alors ne pas la compter au nombre des soins palliatifs? Le livre de Michel Germain a un autre mérite. Il rappelle, en cette année du centenaire de la Première Guerre mondiale, le nom de compositeurs assez peu connus, tels Albéric Magnard, mort en 1914 durant l'assaut de sa maison dans l'Oise qu'il avait transformé en fortin, nom auquel je joindrai celui de Jehan Alain tué au combat en défendant héroïquement Saumur, en juin 1940, à qui l'ennemi rendit les honneurs militaires. La mort du grand organiste de Notre-Dame de Paris, Louis Vierne, s'effondrant sur les pédales de son orgue lors de son dernier concert en 1937, n'a-t-elle pas été elle aussi héroïque? Michel Germain, à l'occasion de la mort de chaque musicien, cite leur principale œuvre et rappelle à grands traits leur carrière. Est-ce un désir de les sentir encore parmi nous? En fait, ils le sont toujours. Morts pour l'état civil, ils restent vivants dans la mémoire collective. L'auteur va même jusqu'à imaginer quel traitement aurait pu les guérir aujourd'hui. Une forme de désir d'immortalité très certainement. Je dois rappeler l'originalité de la carrière de Michel Germain. Appartenant à l'Académie de médecine, ex-chirurgien de l'Institut Gustave-Roussy, il a été un pionnier de la chirurgie vasculaire en France, disciple de Leriche qui en est l'initiateur et à qui il a consacré un ouvrage. À son habileté et à sa créativité chirurgicale, il faut ajouter son extrême dévouement à ses patients et sa constante empathie. Il a réalisé ici une heureuse synthèse entre la chirurgie, l'écriture et la musique. De plus, c'est un homme de cœur. Son livre en fait foi. Professeur Bernard Lechevalier, membre de l'Académie nationale de médecine. Avant-propos. Combien de savants et d'artistes auraient pu, s'ils avaient vécu plus longtemps, nous faire bénéficier encore de leurs travaux et de leurs talents? Rappelons-nous les peintres Raphaël et Van Gogh, tous deux morts à 37 ans, le mathématicien Évariste Galois à 21 ans, le physicien Fresnel à 39 ans, les médecins Laennec à 44 ans et Bichat à 31 ans pour ne se limiter qu'à ceux-ci. Ce sont ici 67 musiciens célèbres que j'ai choisi d'évoquer pour deux raisons. Beaucoup sont décédés trop jeunes et la médecine d'aujourd'hui aurait pu très probablement prolonger leur existence. D'autres, plus âgés, auraient eu une existence sûrement plus heureuse. Les critères retenus sont l'âge, souvent jeune, et la possibilité d'un traitement médical, chirurgical ou de prévention. Comment avoir tous les renseignements concernant ces musiciens? C'est à partir des courriers souvent abondants et de la correspondance des musiciens, de leurs familles, de leurs médecins surtout, que l'on dispose de ces informations. Pour beaucoup d'entre eux, il n'y a pas eu d'autopsie et cette correspondance permet d'établir l'histoire médicale de ces musiciens fameux. La musique joue un rôle important dans ma vie. J'ai pu ainsi réaliser pendant mes études 15 ans de guitare classique. La musique est un élément vital, ambassadeur de la paix dans le monde. L'art est un vecteur majeur de mon existence. Les arts visuels, l'architecture, la campagne et surtout la chirurgie qui est l'élément directeur de ma vie. Mes parents m'ont répété à maintes reprises, si on a du talent, de la détermination, de la chance, on réussit. Tu ne dois jamais renoncer. D'ailleurs, Napoléon n'a-t-il pas proclamé ? Quand on veut quelque chose, qu'on y pense tout le temps, on réussit toujours. Mes parents, et spécialement mon père, ont été de formidables exemples. À l'âge de 9 ans, ma grand-mère m'a confié une poule mourante qui avait une distension de l'estomac. Plutôt que de la voir mourir, j'ai décidé de l'opérer. Ma petite sœur a fait l'anesthésie à l'éther. Je n'avais jamais vu une telle opération auparavant, ni rien lu sur le sujet. Je me suis lancée. Ouverture du ventre. Estomac énorme. J'ouvre cet organe et je vide son contenu. Je suis content. Malheureusement, je recoue la paroi de l'estomac et la paroi du ventre en un seul plan, alors qu'il aurait fallu recoudre chaque paroi séparément. Bien entendu, la poule ne s'est jamais réveillée. De ce jour, est née ma décision de faire de la chirurgie. Étant chirurgien de reconstruction, j'ai dû franchir plusieurs étapes. Grâce à l'influence de mes maîtres, j'ai appris qu'un chirurgien doit être d'abord un opérateur. Mon véritable maître a été le professeur Marcel Roux. C'est lui qui m'a donné le goût de la recherche chirurgicale.
Il m'a confié la direction du chenil de l'hôpital de Vaugirard, à Paris. Nous avons publié ensemble cette activité à l'Académie nationale de médecine, en 1978. Cela a été mon premier papier pour cette institution. En quelque sorte, c'est lui qui m'a appris le solfège, puis à jouer de l'instrument, je veux dire du bistouri. J'aurais voulu rester son assistant toujours. Je pense à lui encore aujourd'hui. J'étais à cette époque un soliste. Et puis, l'époque de ma thèse est venue et mon mémoire de médaille d'or de l'internat. Je ne l'ai pas eu. Je n'ai obtenu que la médaille d'argent. J'ai appris ensuite ce qu'était la recherche. Mon patron m'a permis d'avoir une petite unité de chirurgie, de microchirurgie et un laboratoire certes petit, mais dynamique. De soliste, je suis devenu compositeur. Au départ, j'ai été seul. Donc simple musicien, opérant au gré des demandes, tantôt à l'hôpital Boucicaut de Paris, tantôt à l'Institut Gustave-Roussy puis à Québec au Canada. Mon souci a été alors de constituer une équipe. J'ai formé des élèves 2 puis 3. Chacun d'entre eux était presque incapable de s'épanouir seul. Mais, leur union a constitué une équipe d'une puissance extraordinaire. Comme d'autres, j'ai eu cette idée de la force que donne un groupe dans lequel on travaille. On a formé ensemble un orchestre. J'ai dirigé cette équipe. De compositeur, je suis devenu chef d'orchestre. Très vite, au début de mes travaux en microchirurgie, étant très méticuleux, j'ai été préoccupé par les gestes précis et les phénomènes grossissants que j'ai dû maîtriser. J'ai travaillé avec une équipe qui avait le même enthousiasme. Tout cela était si nouveau. Les problèmes ont été gigantesques. Nous étions jeunes. Je me suis plongé dans les livres d'anatomie. À l'époque, il a fallu reconstruire l'œsophage. C'était un challenge. J'ai disposé de 2 laboratoires, celui de l'hôpital de Vaugirard et celui de l'hôpital Henri Mondor dirigé par le professeur Cachera. On opérait tôt le matin et tard le soir. Le samedi et le dimanche, nous les passions au laboratoire. Une formidable entreprise a débuté avec mes amis, Jean Patricio, chirurgien à Coimbra, Kavita VCI, chirurgien à Istanbul, et plusieurs autres amis d'Amérique du Sud et du Canada. Dans le monde, il y a eu bien d'autres chirurgiens passionnés par la microchirurgie. À Bordeaux, Jacques Baudet à Paris, Alain Gilbert aux USA, Harry Bunk en Chine, Shen. Grâce au professeur Jacques Trottou, à l'hôpital Boucicaut puis à Patrick Maranda à l'Institut Gustave-Roussy, j'ai pu débuter. Cela a été le premier transplant de jéjunum pour reconstruire un hypopharynx. Un succès. Les premiers malades qui m'ont été proposés étaient des moribonds. En réalité, j'ai ouvert un domaine de la microchirurgie digestive. J'ai rapidement fait le premier cours de microchirurgie digestive en Europe. C'était très novateur. D'autres ont suivi, en particulier aux USA. Ces histoires ont en commun une innovation chirurgicale technique. Je ne crois pas au terme de hasard, et je pense que l'innovation dans la chirurgie vient d'une nécessité. En l'occurrence, il s'est agi de reconstruire l'œsophage. La chirurgie française a toujours montré la richesse de création et d'innovation de nos chirurgiens. La grande question porte bien évidemment sur le choix qu'il convient de faire dans le cas précis de tel ou tel malade. Le chirurgien est au service du malade. Le choix du meilleur traitement doit être fait par le chirurgien pour le seul bénéfice de son patient. Hippocrate n'a-t-il pas écrit « Là où est l'amour des hommes, là est aussi l'amour des métiers ». Cette phrase caractérise tellement bien notre profession de chirurgien. Il en va de même pour la musique. Il y a une analogie indéniable entre la chirurgie et la musique. Plusieurs questions relatives à cet art m'ont interpellé. Pourquoi les musiciens pour beaucoup n'ont-ils écrit que 9 symphonies ? Il semble que ce soit pour des raisons d'harmonique. De même, il existe dans la musicologie grecque une correspondance entre les notes de musique et les jours de la semaine. Et une relation entre les notes de musique, les astres et les jours, Sunday pour dimanche, jour du soleil, Monday pour lundi, jour de la lune, Friday pour vendredi, jour de Vénus. Quant aux doigts des musiciens, quel défi! La longueur des doigts des compositeurs pose des difficultés aux jeunes musiciens. Mozart avait des doigts très courts, presque les doigts d'un enfant. Quelle différence avec les longs doigts de Rachmaninoff, de Liszt, de Brahms, qui permettent des accords variés,
mais qui rendent l'interprétation très difficile par la majorité des jeunes musiciens. Également, j'ai été interpellé par la très grande diversité des instruments à vent. Leur dimension est extrêmement variable. Il semble que cela se réfère à des lois physiques de longueur d'onde. Pourquoi ce livre ? Les livres existants donnent les grandes lignes de la vie des compositeurs, les dates, les œuvres, mais souvent ils ne donnent pas la passion, l'enthousiasme, les raisons de l'amour de la musique et surtout ils n'expliquent pas les causes de leur disparition et de leur mort, et encore moins ce qui pourrait les sauver actuellement. Ce livre apporte bien sûr un éclairage sur la vie de chaque compositeur, depuis Hildegard de Bingen, 1098 à 1179, jusqu'à Pierre Boulez, 1925. Pour chaque musicien, l'étude est identique. Leur vie lorsqu'elle est connue, leur œuvre, leur maladie, le traitement qui aurait pu les sauver ou les aider. Cet ouvrage comporte 6 parties: les maladies infectieuses, tuberculose, syphilis, streptocoque, staphylocoque, amibiase, les maladies non infectieuses, cardiopathie, alcoolisme, les accidents, les morts violentes, les cancers, les affections chirurgicales, la malnutrition ayant conduit au décès. Chaque maladie n'est traitée qu'une seule fois et concerne plusieurs musiciens. Elle renvoie au paragraphe « Traitement », aux possibilités thérapeutiques médicales et chirurgicales actuelles. Les maladies infectieuses. La tuberculose. Frédéric Chopin, 1810 à 1849. Frédéric Chopin est né en 1810 à Żelazowa Wola, près de Varsovie, d'un père français installé à Varsovie et d'une mère authentiquement polonaise, tous deux très musiciens. Il vient en France, à l'âge de 20 ans, à la suite de la prise de Varsovie par les Russes, en 1831. Il n'est jamais retourné dans son pays natal devenu province russe, et meurt à Paris où il est inhumé. En fait, le sang maternel l'a emporté dans son cœur sur le sang français, car la musique nationale polonaise a contribué à l'unité de son œuvre. D'ailleurs, il faut reconnaître que la Pologne n'a jamais vu naître un tel musicien, ni avant, ni après lui. Chopin est une des figures les plus attachantes du romantisme musical et sans doute, celle qui a suscité le plus de légendes et de vies romancées. Après avoir entendu les premières œuvres de Chopin, un des plus grands et des plus redoutés critiques musicaux de son temps, Robert Schumann, a écrit « Chapeau bas messieurs, voici un génie ». Chopin a été un jeune prodige. Il compose à 7 ans, une polonaise en sol mineur et donne à 8 ans son premier concert public. Il est fêté comme l'a été Mozart, son dieu avec Bach. Il devient élève du conservatoire de Varsovie pour l'harmonie, le contrepoint et la composition. Toutefois, au piano, il sait déjà presque tout. Il est rapidement adulé par la haute société varsovienne. Il quitte cependant son pays en 1830 pour des séjours à Vienne, Munich, Stuttgart. C'est dans cette ville qu'il apprend, bouleversé, l'échec de l'insurrection de Varsovie. En 1831, il se fixe définitivement à Paris. Désormais, il renonce presque totalement à une carrière de virtuose. Il voyage peu et ne fait que de brefs séjours en Allemagne, avec des visites à Mendelssohn, Berlioz et Schumann. Il fait de rares tournées de concerts. Il vit de ses leçons et de ses compositions. C'est en France qu'il écrit les œuvres pour piano qui l'ont rendu si célèbre. Les études, les polonaises, les valses, les ballades, les 58 mazurkas et les 24 préludes. À leur propos, Baudelaire dit « Cette musique légère et passionnée qui ressemble à un brillant oiseau voltigeant sur les horreurs d'un gouffre. » Chopin garde la même fermeté d'écriture jusque dans ses dernières pages, alors qu'il n'est plus qu'un grand malade. Ses fiançailles ont lieu avec Maria Wojcinska qui est la fille d'une grande famille noble polonaise. Il est alors âgé de 27 ans. Ses fiançailles sont rompues pour cause essentielle de refus de mésalliance, et aussi en raison de la fragile santé de Chopin. En 1826, il n'a que 16 ans. On pense aux premiers symptômes d'une tuberculose pulmonaire qui l'a emporté. En 1836, Chopin a une liaison avec George Sand qui est une maîtresse exigeante. Cela dure 9 ans. Cette femme l'entoure de ses meilleurs soins, en particulier pendant les étés passés à Nohant. Il y écrit alors une grande partie de ses œuvres. Grâce à elle, son existence a sans doute été prolongée. Il vit à l'écart des salons parisiens. Toutefois, elle lui impose de faire le séjour à Majorque, en 1838, en hiver, dans un monastère avec le froid et surtout l'humidité qui règne en cette saison dans ce lieu non chauffé.
Ce séjour n'est pas indiqué pour un phthisique. Un piano commandé est arrivé après son départ. L'endroit se visite encore de nos jours. Chopin aurait cependant écrit là-bas la moitié de ses préludes. Après sa rupture avec Sand, en 1847, son état ne cesse de s'aggraver. En 1848, il fait son dernier concert à Paris et entreprend un voyage en Angleterre et en Écosse. À l'exception de quelques partitions de musique de chambre et d'un recueil de chants polonais, toute sa production est destinée au piano. Polonaise, mazurka, prélude, nocturne, étude, valse, ballade, impromptu, scherzo, rondo, variation, 3 sonates et plusieurs compositions isolées. Les œuvres avec orchestre, toutes datées de la période varsovienne, forment elles-mêmes une autre exception. Il compose 2 concertos et quelques pièces de bravoure, dont les variations sur l'Assi d'Arem Lamano de Mozart, qui sont sûrement les plus intéressantes. Le piano de Chopin a des caractères et une originalité très personnelle. Paul Locard a un jugement très particulier sur ce sujet. C'est le miracle de son génie que d'être parvenu aussi haut uniquement avec une musique qui ne se conçoit qu'au clavier. Dans cette œuvre relativement peu abondante, tout ou presque tout est trouvaille, est propre à susciter une admiration qui ne se prescrit point. Chopin est mort de tuberculose pulmonaire à Paris, le 17 octobre 1849. Il avait 39 ans. C'est une hypothèse qui a été avancée. Une autopsie a été réalisée par Cruveilhier. Les résultats ont été détruits dans un incendie, en 1871. Sa tombe est très visitée au cimetière du Père-Lachaise. Cependant, une autre théorie a été émise depuis. Chopin aurait pu avoir une maladie génétique comme sa sœur Emilia, décédée très jeune. Ce serait la mucoviscidose, liée à un déficit en alpha-1 antitrypsine. En effet, il était très maigre et enclin aux infections pulmonaires avec tout. Il est décédé avant 40 ans et n'a pas eu d'enfant, ce qui suggère une stérilité. Ces signes évoquent fortement ce déficit en alpha-1 antitrypsine. Le cœur de Chopin repose dans une urne scellée dans un pilier de l'église de la Sainte-Croix, à Varsovie. Les médecins polonais ont déposé une demande officielle auprès du ministère polonais de la Culture pour réaliser un test ADN, qui permettrait d'affirmer ou d'infirmer ce diagnostic. Cette requête a été pour le moment refusée. Frédéric Chopin, copyright Bibliothèque nationale de France, département musique. Références bibliographiques. Kubla Aka Esperluet Jung Monsieur, The Long Suffering of Frédéric Chopin, Chest, 1998, 113/210-216. 21. Kuzemko J.A. Chopin-Zillness, J. Royal Soc. Med, 1994, 87/769-72. Oshi J.G. Was Frédéric Chopin illness actually cystic fibrosis? Med. J. Australia, 1987, 147/586. Neumayer A. Music and Medicine Medi-Ed. Presse, Bloomington, Illinois, 1995. Juan Crisóstomo de Arriaga, 1806 à 1826. Juan Crisóstomo de Arriaga est né le 27 janvier 1806 à Bilbao. C'est un météore. À 11 ans, il compose un octuor. À 12 ans, il crée une ouverture pour orchestre et à 13 ans un opéra, Los Esclavos Felices, qui remporte, dans la ville natale du musicien, un succès considérable. En 1821, il s'inscrit au Conservatoire de Paris où il devient l'élève de Bouillot pour le violon, de Fétis pour l'harmonie et le contrepoint. Ses progrès sont d'une incroyable rapidité. Les dernières années de sa vie sont marquées par ses œuvres les plus importantes. 3 quatuors à cordes et la symphonie en ré mineur, empreint d'un sentiment passionné qui n'exclut pas la sûreté de la technique. Il est miné par la tuberculose pulmonaire. Le surmenage qu'il s'impose a raison de sa santé fragile. L'écriture de Juan Crisóstomo de Arriaga est parfaitement originale par sa couleur espagnole. Il est mort de tuberculose pulmonaire à Paris, le 17 janvier 1826, quelques jours avant son 20e anniversaire. Références bibliographiques. Neumayer A. Music and Medicine Medi-Ed. Presse, Bloomington, Illinois, 1995. Ferdinand Hérold, 1791 à 1833. Ferdinand Hérold est né à Paris,
le 28 janvier 1791. Après des leçons avec son père, pianiste et compositeur, Hérold entre au Conservatoire de Paris et joue ses œuvres pour piano en public. C'est un élève de Méhul et de Catel. Il remporte le prix de Rome en 1812. Il est surtout un compositeur d'opéra comique, qui lui valent un certain renom. Il fait un premier essai avec Charles de France. Pendant son séjour en Italie, il fréquente Paisiello, Mer et Zingarelli, et fait représenter à Naples où il est pianiste de la reine Caroline en 1815 son premier opéra, La Jeunesse de Henri V, qui a un succès réel. De retour à Paris en 1816, il s'écarte du style mélodique traditionnel et écrit des ballets avec une musique novatrice. Il se lance dans l'aventure lyrique avec l'aide de Boieldieu, et connaît le succès avec Marie en 1826. Miné par la tuberculose pulmonaire, il meurt à Paris le 19 janvier 1833, à l'âge de 42 ans, après la création de son opéra Le Pré aux Clercs qui, avec Zampa et le ballet La Fille mal gardée, en 1828, sont des œuvres majeures. Celle-ci continue à perpétuer son nom. Références bibliographiques. Neumayer A. Music and Medicine, Medi-Ed. Presse, Bloomington, Illinois, 1995. Vassili Kalinikov, 1866 à 1901. Vassili Kalinikov est né à Voïna, le 13 janvier 1866. Il entre en 1884 au Conservatoire de Moscou, mais doit le quitter l'année suivante faute de moyens. Il poursuit ses études à l'école de la Société Philharmonique, où il est l'élève de Simon Krouglikov. Il est aussi bassoniste à l'orchestre. Il est atteint très tôt par la tuberculose pulmonaire. Il passe la majeure partie de ses dernières années dans le sud de la Russie. Son catalogue d'œuvres comprend 2 symphonies, une suite et 2 intermezzi pour orchestre, le poème symphonique Le Cèdre et le Palmier, des numéros de musique de scène pour le tsar Boris d'Alexis Tolstoï, des fragments d'un opéra inachevé, puis l'année 1812, la cantate Saint-Jean-Damascène et enfin quelques mélodies et pièces pour piano. C'est un orchestrateur de talent et c'est surtout par ces 2 symphonies que Kalinikov est resté connu. Il est intéressant de noter qu'aucune des 2 symphonies de Kalinikov ne reflète son état de maladie, mais qu'elle respire, au contraire, une santé puissante et la joie de vivre. Il décède en 1901, à l'âge de 35 ans, de tuberculose pulmonaire. Références bibliographiques. Tranchefort FR Guide de la musique symphonique, Fayard Éditions, Paris 1990. Giovanni Battista Pergolese, 1710 à 1736. Giovanni Battista Pergolese est né le 4 janvier 1710, près d'Ancône. Il est l'élève de Vinci et de Durante au Conservatoire des Poveri di Gesù Cristo de Naples. Il couronne ses études avec l'exécution d'un drame sacré, la Conversione di San Guglielmo d'Aquitania, contenant des scènes comiques et avec l'oratorio La Morte di San Giuseppe. Il fait avec succès ses débuts à la scène avec Sallustia en 1732, puis triomphe la même année avec une comédie en dialecte napolitain, Lo Efreit Namurato. En 1733, l'opéra Il Prigionier Superbo contient l'intermezzo La Serva Padrona, c'est-à-dire la servante maîtresse, qui est repris isolément en 1738 et ne quitte plus l'affiche. Lorsqu'il est donné à Paris, en 1732, cela déclenche la querelle des bouffons. De même, Livietta e Tracolo, intermezzi, sont détachés de l'opéra Adriano in Siria en 1734 sur un poème de Metastasio. Ce dernier lui fournit encore le sujet de l'Olympiade à Rome en 1735. Pergolese est alors miné par une tuberculose pulmonaire quoique déjà ancienne. Il se retire au couvent des Capucins de Pozzuoli, et y décède juste après avoir terminé son émouvant Stabat Mater en 1736. On lui a faussement attribué de nombreuses œuvres. La fortune extraordinaire de la Serva Padrona, qui n'est d'ailleurs pas sa plus grande œuvre, a conduit beaucoup d'éditeurs à publier sous son nom d'innombrables ouvrages. Sa célébrité posthume, plus ou moins mythique, est unique dans l'histoire de la musique. Sa mort prématurée contribue à entretenir sa légende. Il meurt le 16 mars 1736 à l'âge de 26 ans. Ses opéras sont remarquables, mais c'est dans le domaine religieux qu'il donne le meilleur de son génie. S'il avait vécu aujourd'hui, il aurait pu bénéficier du vaccin antituberculeux et d'antibiotiques antituberculeux. Références bibliographiques.
Neumayer A. Music and Medicine Medi-Ed. Presse, Bloomington, Illinois, 1995. Carl Maria von Weber, 1786 à 1826. Carl Maria von Weber est né le 19 novembre 1786 à Lübeck. Il est le fils d'un violoniste devenu le directeur d'une compagnie théâtrale, dont les tournées ont eu un succès incontestable en Allemagne. Celui-ci devient Kapellmeister du prince-évêque de Lübeck. L'enfance de Carl Maria se déroule dans les coulisses des théâtres où se produit son père. Weber a un défaut de naissance. Il boite. Il commence à travailler la musique en 1796 à Salzbourg avec Michel Haydn, puis plus tard à Munich avec l'organiste de la cour. En 1803, il se perfectionne à Vienne avec le célèbre abbé Vogler, éminent professeur en faveur dans plusieurs cours d'Allemagne. En 1804, il obtient son premier poste officiel. Weber est nommé chef d'orchestre du théâtre de Breslau, puis à Dresde. Les 2 ans qu'il y passe lui permettent de parfaire sa connaissance du théâtre et il améliore sa technique pianistique. En 1806, il est forcé de quitter Breslau à la suite d'un accident stupide. Il travaille alors à son opéra rue Bessal. À la nuit, il décide de boire du vin et s'empare d'une bouteille. Son père a placé accidentellement une bouteille d'acide sulfurique près des bouteilles de vin. Weber prend la bouteille d'acide et en avale une gorgée. Avant de réaliser son erreur, sa bouche et son œsophage sont brûlés. Heureusement, il n'y a pas de perforation digestive. Toutefois, il garde une brûlure du larynx et devient aphone. Sa voix revient mais moins forte. Il n'a aucune sténose digestive. Il se fixe à Karlsruhe comme musique-intendant d'Eugène, duc de Wurtemberg. Il s'installe alors à Stuttgart comme secrétaire privé du duc Ludwig de Wurtemberg, frère du précédent. Il est emprisonné à tort pour escroquerie. Il abandonne la cour de Wurtemberg et entreprend une longue tournée. De 1811 à 1813, il se déplace dans toute l'Allemagne. Au cours de cette tournée, il est engagé comme directeur de la musique du théâtre de Prague. Il reste 3 années qui sont les plus actives de sa carrière. En 1816, il est nommé Kapellmeister de l'Opéra de Dresde où il exerce jusqu'à sa mort. À l'exception de sa liaison avec George Sand, il est plutôt solitaire. Durant ces 10 dernières années, Weber connaît de prodigieux succès. En 1821, il crée le Freischütz. Le triomphe est exceptionnel avec un retentissement dans toute l'Europe. En 1823, Weber obtient... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.